Voilà, vous pouvez commencer, Denis. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue au Symposium 2022 de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatrice. Et un symposium préparé en collaboration avec le Pontifical Catholica de Valparaiso. Et le titre du symposium Dialogue et émancipation. Je m'appelle Denis Bellemare et je suis présentateur, mais au nom d'Elisabeth Kane, chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, de la Nation Huron-Wendat et aussi de Mathieu Cook. Donc, je suis directeur du comité scientifique de notre chaire UNESCO qui a pour nom la transmission culturelle chez les premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment et une chaire UNESCO de l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette session est intitulée « Approche pédagogique novatrice ancrée dans les réalités, savoirs et territoires autochtones ». La chaire UNESCO et notre chaire UNESCO en transmission culturelle trouve ça essentiel, le travail sur le terrain et le travail de transmission, d'interculturalité pour favoriser le dialogue. Et aussi, il y a tout un axe d'interdisciplinarité, puisque les gens qui font les communications viennent de différentes disciplines, mais il y a tout un entrecroisement au sein de la chaire qui permet d'avoir des rencontres pratiques réelles et qui, selon les différents angles apportés, nous ouvrent, nous aussi, à un dialogue encore plus fructueux. La session durera 1 heure et les 4 pénalistes au début présenteront leur sujet, leurs approches novatrices et ils vont dialoguer ensemble. Et aussi, je rappelle que le colloque a une durée de 4 jours. C'est la 3e journée ce jeudi et la dernière journée demain. Donc, il y a encore beaucoup de sessions intéressantes à venir. Et vous pourrez trouver sur Facebook et sur YouTube sans problème et sur le site Internet web du symposium les facilités d'interprétation, de traduction. Alors, c'est lancé. Et voilà, Christine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Alors, je me nomme Christine Couture. Je suis professeure en didactique des sciences et de la technologie au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l'UQAC. Je vais présenter avec ma collègue Catherine, que je vais laisser se présenter. Oui, donc Catherine Duquette. Je suis également professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi et moi, mon domaine de spécialisation, c'est la didactique de l'histoire. Alors, Catherine et moi, nous travaillons ensemble. Nous avons essayé de faire des ponts entre nos cours de didactique pour développer une démarche intégrée en sciences, technologies et univers social dans une perspective de sciences, techno et société, pour développer une approche commune à partir de nos démarches didactiques qui nous permettent d'intégrer des savoirs culturels autochtones dans les séquences d'enseignement que nous développons avec nos étudiants. C'est important de mentionner qu'à l'UQAC, nous avons dans nos cohortes des étudiants Innu et Atikamekw qui sont dans les cours avec nous et nous profitons de leur présence pour les engager comme experts culturels pour explorer d'autres perspectives avec tous nos étudiants pour bien répondre à l'appel à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation.
Alors, on va vous présenter l'image de notre approche intégrée. Je partage mon écran. Alors, vous voyez bien l'approche? Pas encore. Ouais, on l'a maintenant, Christine. Tout va Oui, bien. alors l'image est là. Alors, notre premier mouvement, Catherine et moi, ça a été de réfléchir à nos démarches didactiques, puisque nous sommes des didacticiennes qui enseignons la science, la technologie et l'univers social, pour faire une approche commune. Catherine, veux-tu dire un mot sur la démarche dans le cercle en rouge? Oui, tout à fait. En fait, comme Christine vient de le dire, un des besoins qu'on sentait puisqu'on fait de la formation initiale en enseignement pour l'enseignement primaire, c'était de trouver, on dit souvent à nos étudiants, vous devez faire des approches interdisciplinaires en classe, l'interdisciplinarité, ça peut être puissant, ça peut être intéressant, mais on trouvait qu'il n'y avait pas nécessairement on ne leur montrait pas l'exemple à l'université. Donc, ce que l'on s'est dit, c'est peut-être, est-ce qu'on est capable de faire une interdisciplinarité qui, au départ, ne paraît pas d'elle-même, ça ne paraît pas de soi. Et donc, en allant chercher un peu ce qui nous rassemblait, Christine et moi, dans nos disciplines propres, mais on a découvert qu'on partageait une démarche qui est notre cercle rouge, qui est la démarche de résolution de problèmes, dans laquelle, peu importe qu'on soit en histoire, géo ou encore en sciences technologies, on veut inviter les élèves à s'interroger, à se poser des questions, à s'interroger sur la société, mais également sur le territoire de la nature qui les entoure. Et à travers différents processus, les élèves vont être en mesure de répondre à leurs questions, c'est-à-dire par leurs observations, par la contextualisation, en comparant, en faisant des expériences. Puis ensuite, à partir de ces expériences-là, faire des analyses qui vont les amener à des solutions. Mais la beauté de la chose, et c'est pourquoi on se retrouve dans un cercle, c'est que les solutions amènent souvent d'autres questions et la roue recommence. Et donc, c'était un peu cette façon-là. On s'est dit, bon, ben oui, on est capable de faire des choses ensemble. On a ce partage, on a cette démarche qui nous est commune. À toi, Christine. À partir de cette démarche qu'on a commencé à faire pour travailler l'interdisciplinarité scolaire, parce que nos deux disciplines, lorsqu'il est question d'interdisciplinarité scolaire, servent souvent juste de contexte aux apprentissages. On perd les démarches, on perd les contenus, puis on se rend compte qu'au profit là, de l'enseignement de la langue d'enseignement. Alors, on a commencé par essayer d'inscrire notre approche intégrée dans la démarche pour bien souligner l'importance des démarches. Et puis ensuite, on a essayé d'inscrire ça dans le territoire avec nos étudiants Innu et Atikamekw pour voir comment cela nous permettait de travailler les savoirs qui sont prescrits au programme, mais en leur donnant une couleur différente et en faisant des liens avec le programme de formation. Alors, on a sorti des thèmes intégrateurs, puis on s'est rendu compte qu'en travaillant les milieux de vie, les modes de vie, les traditions, les outils, les objets, les techniques, c'était possible de développer des belles séquences d'enseignement avec nos étudiants à partir du territoire en mettant en œuvre cette approche intégrée-là qui nous permet de travailler dans une double perspective de sciences, techno et d'univers social. Puis, en ce sens, qu'est-ce qui était important aussi pour nous, c'était que, comme on sait aussi qu'une bonne partie de nos étudiants vont travailler en contexte alloctone, ça serait vraiment de les amener aussi à revoir un peu leur perception, mais aussi la perception de l'enseignement des savoirs culturels autochtones en classe, pour éviter les stéréotypes, mais aussi pour en prendre en considération la richesse de ces savoirs-là. Puis, en partant justement, en travaillant avec nos étudiants, principalement de la nation Innu, ben c'est ça, on est arrivé à ces thèmes intégrateurs qui permettent vraiment de réfléchir dans le contexte de l'histoire, tant dans le passé que dans le présent, sur ces cultures, ces façons de faire, ces milieux de vie, ces traditions et ainsi que les objets. Donc, c'est pas juste pour pouvoir, comme Christine disait, de servir de contexte, c'est vraiment un modèle qui permet de réfléchir et de s'intéresser et du moins d'essayer de comprendre et de comprendre la richesse des savoirs culturels autochtones et du territoire qui entoure, bien entendu, qui est au centre, qui est au cœur de la vie de nos étudiantes. Alors, on va laisser la parole à nos collègues, puis peut-être qu'à la fin, on pourra revenir avec quelques exemples. Bien sûr. Bien.
Bonjour, je m'appelle Gabriel Vieira, je suis colombien. Je suis professeur de cinéma et de narrative audiovisuelle à l'Université d'Antioquia, à Medellín, Colombie. Et je suis en ce moment co-chercheur du projet Pédagogie sociale novatrice de la chaire UNESCO à l'UQAC, donc au Québec, au Canada, où je me trouve en ce moment. Je vais vous partager une courte présentation qui va nous permettre, attendez un petit moment, pourquoi elle n'est plus là? Peut-être que si je la partage à partir d'ici, ça va vous permettre aussi de la voir. Est-ce que vous la voyez en ce moment? Oui, bien. Donc, notre rôle de narrateur audiovisuel qui s'intéresse au récit de vie des jeunes et pas tellement jeunes autochtones constitue une approche pédagogique novatrice. Donc, on a créé un groupe, on a recruté un groupe par inscription libre avec l'annonce « Deviens cinéaste engagé ». Et on veut répondre à certaines questions de recherche. Comment favoriser le dialogue sur les vécus du racisme et de discrimination des peuples autochtones? Comment créer la confiance nécessaire pour parler de ça? Comment porter ce message au public à travers de pièces audiovisuelles? Alors, on essaye de répondre à ça avec le groupe de participants que nous avons et nous arrivons plus ou moins à ceci. On voit, dans mon expérience comme professeur de cinéma, qui a beaucoup travaillé avec des collègues des sciences sociales, je vois qu'il y a encore comme une résistance à penser que l'audiovisuel est en lui-même la recherche. On voit l'audiovisuel comme un complément de recherche. Ici, nous voyons vraiment l'audiovisuel pas seulement comme un médium de diffusion d'un message, mais comme une pratique de résistance. Et dans cette perspective, nous pensons que nous sommes en train de construire un cheminement vers un dialogue interculturel qui peut vraiment soutenir une résistance personnelle et communautaire. On fait cela dans un contexte de profond respect de ce qu'on appelle la souveraineté narrative, avec le poids du mot souveraineté. Donc, on respecte des codes de autodéfinition, de auto-représentation, et on comprend que chaque peuple, chaque langue, chaque culture a le droit de s'exprimer à sa façon. Et ce qu'on veut, nous, c'est de leur fournir des outils de communication audiovisuelle qui permettent de s'exprimer. Ils s'expriment à partir de leur vécu personnel, mais là, on fait quelque chose de supplémentaire, c'est qu'on présente l'option de fictionnaliser la réalité, c'est-à-dire, on connaît bien, depuis des années, le documentaire fait par les groupes autochtones, mais on connaît moins et on pense que c'est un manque. On connaît moins les narratives alternatives. Qu'est-ce que c'est qu'un film expérimental autochtone? Qu'est-ce que c'est qu'une campagne audiovisuelle autochtone? Qu'est-ce que c'est qu'une docu-fiction autochtone? Et là, on s'intéresse parce qu'il y a ce petit mot que vous voyez là, l'accès aux émotions. Ce n'est pas seulement la présentation en observation
d'un groupe, de ses actions, de sa ritualité. C'est aussi les conflits qui sont à l'intérieur du groupe. C'est aussi les contradictions, c'est aussi les personnages. Comment représenter par la voix de personnages ces émotions. Alors là, on fait un effort vraiment pour avancer du travail collaboratif qu'on fait depuis 20 ans au travail participatif qu'on fait depuis un peu moins et au travail de co-création, qui est une toute autre chose. Parce que vraiment, quand on s'ouvre à la co-création, il n'y a pas de hiérarchie d'aucune façon. Il y a vraiment une écoute, il y a vraiment un accompagnement, il y a vraiment un échange ouvert. J'ai pris cette image d'une conférence de ce symposium avant-hier qui m'a conduit à beaucoup de réflexions, que je ne vais pas m'allonger, mais on doit surmonter l'illusion d'être séparés. On ne peut pas continuer à accepter le paradigme de qu'on est des sujets séparés. On n'est pas séparés. C'est le système qui nous sépare. Alors nous, on cherche avec le groupe quelles sont les qualités qui définissent la confiance. Et on construit. C'est quoi la confiance? Comment on peut se sentir en confiance? Un Colombien, une Polonaise, 10 participants de 3 communautés autochtones québécoises, un Québécois, 2 Québécois. Alors, ce groupe-là, ensemble, comment on peut construire si on vient à peine de se connaître? Alors, on part par des protocoles et des chemins bien établis de la chaire UNESCO et de la boîte rouge vif, et on commence à avoir des activités dans lesquelles on réaffirme un engagement, un échange tranquille, une écoute, je répète, et toujours à partir des vécus personnels. Alors, on va chercher dans une docu-fiction à recréer une conversation d'une femme autochtone avec une femme autochtone. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation? Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Qu'est-ce qu'elles ont découvert ce jour-là? Évidemment, je vais un peu vite, ça passe par beaucoup de planification, ça passe par beaucoup d'allers et retours. Si vous voyez en haut l'affiche promettait 3 ateliers qui sont résumés dans le workshop 1.0 à gauche, en haut, et en bas, vous voyez maintenant où on en est. On est passé de 3 ateliers à 13 ateliers, et ce n'est pas encore fini, parce que c'est la dynamique du groupe qui nous permet de voir un peu où on veut en arriver. Alors, très bref, des résultats préliminaires, on est face non pas à des étudiants qui passent par des ateliers, on est face à un collectif de créateurs autochtones. On a une diversité de choix narratifs. C'est pas seulement « va filmer ta grand-mère avec ton cellulaire ». Oui, c'est valable, oui, c'est important, mais là, on a plus de choix à faire. Et on a des œuvres qui sont produites dans ce contexte. On en est maintenant au 3e film avec eux. Ils vont, avec ces films, aller faire une insertion dans un milieu artistique. On a fait une belle entente avec le partenariat du Festival Regard de documentaire à Chicoutimi. Donc, ça leur ouvre des portes pour s'exprimer dans un milieu artistique. Il y a un rapprochement des organisations intéressées au sujet autochtone qui vont voir comment il y a un groupe de jeunes, et pas tellement jeunes, capables de faire des œuvres audiovisuelles pour eux et avec eux. Et très important, ça ne s'arrête pas là, il y a des nouvelles idées qu'ils ont dans la tête. Il n'y a pas seulement 3 films, ils ont des idées maintenant qui vont permettre d'aller chercher du financement. Voilà pour commencer à parler de ce qu'on fait. Je passe la parole alors à Anne.
Merci beaucoup, Gabrielle. Il y a des beaux liens à faire avec ce que je vais partager par rapport à comment la prise de parole est facilitée par différents médiums, par les arts. Je me présente, Anne Marchand, je suis professeure titulaire en design à l'Université de Montréal. Je suis membre, comme mes collègues, de la chaire UNESCO là, en transmission culturelle chez les Premiers Peuples. Mes travaux avec la chaire portent sur l'axe de travail, c'est comment le design, comment la créativité peut agir comme un levier d'empowerment, d'émancipation, hein, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Puis aussi de voir à travers ça comment le design, la création, la créativité, ça peut aussi favoriser, faciliter le développement culturel, évidemment la transmission, puis aussi le développement socio-économique, puis voir à travers là, différentes activités, dont des activités dont je vais parler là, rapidement, intégrer des occasions là, de formation socio-professionnelle pour les jeunes, puis les mettre en contact avec des métiers, leur permettre de découvrir là, différents métiers. Je vais partager mon écran. Partager cette image-là ici. Nous, on est avec là, de très nombreux collègues. On travaille à partir des méthodologies développée par Elisabeth Kane. Denis l'a présenté plus tôt. Elle est cofondatrice, co-titulaire de la chaire UNESCO là, qui nous réunit. Donc, en s'appuyant sur les méthodologies qu'Elisabeth a développées là, depuis plus de 20 ans et son équipe là, en milieu autochtone, nous, on a formé une équipe interdisciplinaire, intergénérationnelle, une grande équipe interculturelle. On a développé des ateliers de création qui visent à valoriser les savoirs et les savoir-faire ancestraux traditionnels à travers des créations, des ateliers de création contemporaine chez les jeunes. C'est un projet là, des activités qui sont réalisées avec les milieux. Ça a été développé avec des membres là, des organisations de la Nation Atikamekw, qui est l'une des 10 Premières Nations là, au Québec. Ce qu'on voit sur la photo ici, c'est toute l'équipe d'une activité dans une école secondaire à Wemotaci, l'école Nikan'ik, où les jeunes, c'est des formules très, très intenses là, sur 2 semaines. Ça crée là, de la cohésion où les jeunes, accompagnés par des maîtres artisans de la communauté, mais aussi des designers professionnels, des artistes visuels de la communauté, des designers du milieu universitaire. Donc, on met en commun là, toutes nos connaissances pour accompagner les jeunes ici dans la création de pagaies traditionnelles. Donc, M. Eugène Petitcoué, qu'on voit ici au centre, a vraiment accompagné les jeunes à partir même aller prélever, aller chercher l'herbe, on leur expliquer tout le processus. Puis pour que les jeunes apprennent à fabriquer la pagaie traditionnelle qui a des caractéristiques là, très, très précises. Et ont utilisé entre autres des outils traditionnels, le couteau croche, mais aussi des équipements là, actuels. On voit des jeunes aussi qui ont travaillé des motifs traditionnels appliqués sur des housses de coussins qui ont été confectionnés. C'est des activités qui sont offertes dans un cadre scolaire ou parascolaire. Puis en gros, ça s'appuie vraiment sur la créativité des jeunes, sur leur talent. Pour vraiment susciter, développer là, leur fierté. Puis on a vu que les jeunes, ils ont des aptitudes là, créatives là, qui sont remarquables. Puis nous, notre travail, c'est de mettre les conditions gagnantes aussi, de sélectionner des techniques de reproduction qui, quand même, en peu de temps, peuvent donner des résultats aussi là, très professionnels. Donc ça ajoute également à la fierté. Puis je dirais comme élément, peut-être, je vais montrer d'autres images là, où on voit là, des jeunes ici en action dans des ateliers. Ici, on voit des créations où ils ont appliqué des motifs traditionnels souvent de leurs clans familiaux sur les objets. Ici, un jeune qui a fabriqué un
un porte-manteau, ici des pochettes avec des techniques de sérigraphie. Donc, ce que les jeunes sont appelés à faire, c'est vraiment puiser dans leurs racines il y a une dimension avec le clan familial qui est vraiment qui est mise de l'avant dans l'apprentissage. Puis je dirais qu'une des caractéristiques importantes de ces activités-là, c'est de faire la place à la transmission par la connaissance par le faire. Donc, c'est vraiment aligné avec les modes de transmission dans la communauté. Donc, on transmet la connaissance à travers l'action par le faire. Puis ça contraste beaucoup, je trouve ça assez rigolo, ça contraste beaucoup avec un peu la hiérarchie du savoir qui est encore dans les universités, hein, où la connaissance pure, c'est la connaissance qu'on peut écrire. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est tout un apprentissage aussi pour nous à l'Automne. Puis, c'est fascinant, puis vraiment inspirant. Je me disais, comment est-ce qu'on peut rapporter ça dans le milieu universitaire où ici, cette transmission-là, elle se fait par l'oralité, puis elle se fait par le faire. Et parce qu'on s'imagine difficilement être capable d'écrire comment conduire un bicycle à pédale dans la vie, là, parce que ça serait difficile à décrire. Donc, ces connaissances-là qu'on peut pas transmettre par l'écrit, elles sont aussi extrêmement précieuses, extrêmement riches. Donc, ça a été une petite leçon d'humilité pour notre équipe de l'université. Je vais m'arrêter là, mais je suis certaine qu'on aura la chance là, avec mes collègues d'établir aussi des ponts entre les différents projets de la chaire qui ont vraiment ça en commun, là, une grande préoccupation pour l'émancipation puis la transmission des connaissances à travers ces approches pédagogiques novatrices-là. Écoutez, une chose dont je n'ai pas parlé au niveau de la chaire UNESCO, où vous êtes tous très actifs et actifs, qu'il y a eu un numéro de recherche amérindienne au Québec et qui correspond bien à ce que vous avez dit, vous avez tous dit. Le titre, c'est « Récits des savoirs partagés par l'art et la création en milieu autochtone ». La revue Recherche amérindienne reçoit plutôt des anthropologues et des spécialistes des études amérindiennes, alors qu'on est dans le champ beaucoup de l'art et de la pratique et de la muséologie. Donc, une question que j'aimerais poser à Christine et à Catherine, qui ne sont pas directement dans un champ de pratique de l'art comme on peut l'être en design ou en cinéma, par exemple. Quand vous êtes arrivé à cette chaire-là, quels sont les défis que ça vous a donné et peut-être même des obstacles ou des ouvertures ou alors je vous laisse répondre à cette question-là. Je peux partager mon écran, Bélie? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Oui, Oui, d'accord, je vais partager mon écran. J'ai envie de répondre à ta question autrement, Denis, en essayant de voir quel lien on peut faire avec l'art, avec notre approche intégrée. Puis, je pense que ça va peut-être faire des liens là, avec ce que Gabrielle et Anne nous ont proposé. Alors, dans notre approche interdisciplinaire, nous, comme didacticiennes qui formons des enseignants, notre défi, c'est faire des liens avec les programmes scolaires. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher toutes les ouvertures possibles par rapport au programme scolaire. Et quand on met les langues et les cultures, là, j'écoutais Gabrielle tout à l'heure, puis qui accordait une importance centrale aux langues et aux cultures, quand on les met au centre de notre analyse et de notre réflexion pour intégrer des savoirs culturels autochtones dans l'enseignement, dans les classes du primaire, on voit que ça nous donne des belles prises pour faire des liens avec plusieurs disciplines scolaires.
Alors, on a un nouveau programme de culture et citoyenneté, les arts. Alors, la création, la médiation, les œuvres, les objets culturels, ça fait partie des programmes scolaires chez les enfants du primaire et chez les élèves du secondaire. Alors, dans notre démarche intégrée, on voit plein d'ouvertures pour faire éclater l'interdisciplinarité scolaire puis accueillir toutes ces disciplines. On peut faire des liens avec l'enseignement du français. Alors, dans le projet d'action concertée, on a vu des enseignants de français intégrer la poésie Innu dans les cours de français pour sensibiliser les élèves allochtones à la poésie, à la littérature Innu. Puis là, il y a tout eu un beau partage, une prise de parole par les élèves Innu qui souvent là, sont un peu effacés dans nos classes quand on n'est pas nécessairement dans des écoles Innu. On peut faire des liens avec l'éducation physique, même avec les mathématiques, sciences, technologies, univers social. Alors, notre approche interdisciplinaire, elle ne se limite pas là, à sciences, techno, univers social, mais ouvre des portes aussi là, sur différents modes d'expression, dont les arts. Puis, j'ai senti de la belle ouverture à la chaire UNESCO pour accueillir notre contribution qui était peut-être un peu différente, mais qui nous permet de participer à la réflexion plus large. Puis, je pense que c'est Moi, je ça. pense Oui, vas-y, Catherine. Puis je pense que nous, on peut aller s'inspirer. Puis en fait, c'est surtout de revenir à nous, c'est ça, c'est on revient à l'école, on revient avec les enfants, on revient, je pense ici, qu'est-ce qu'on pouvait voir avec une application qu'une de nos étudiantes, Shannon Blacksmith-Chalice, a fait, c'est que ça nous permet toute cette idée de ces questions d'art, de médium, ben on les ramène. On les ramène avec nos étudiants, puis on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour enrichir maintenant notre enseignement pour que les apprentissages des élèves soient des apprentissages qui, comme disait Anne, pas nécessairement toujours dans l'écrit, puis dans cette idée de structure hiérarchique du savoir, de la connaissance, mais que les élèves puissent être en action et apprendre. Puis l'art, ben, peu importe sa forme, elle est intéressante. Puis tu sais, je pense qu'on peut voir quelque chose d'intéressant avec ce que Christine nous montre dans cette activité. C'est qu'on a demandé, c'était des élèves de l'école des 80 qui ont fait un travail sur le territoire de chasse traditionnel Innu. Et ils ont monté cette maquette, mais ils l'ont vraiment, puis je pense que les photos le montrent bien, ils l'ont monté de A à Z. On est parti juste d'un grand carton, et là, les élèves ont dû s'interroger. Puis là, vous pouvez voir l'histoire, vous pouvez voir également les sciences tech, parce qu'il y a eu toute cette question sur la nature, qu'est-ce qu'on retrouve, les montagnes, comment les montagnes sont à l'arrière, les types de la faune, la flore, l'importance de la rivière qu'on peut voir aussi, mais également les rôles sociaux, parce que je ne sais pas si on peut bien voir dans la photo, mais les élèves ont également réfléchi aux rôles sociaux, aux rôles traditionnels, puis ils ont d'ailleurs proposé une explication. Et le plus beau dans tout ça, c'est que lors des journées de portes ouvertes pour la semaine culturelle, les élèves étaient fiers de nous présenter leur projet puis nous l'expliquaient. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même un côté très artistique à ça dans cette idée de représentation, de création. Hein. Et on est en sciences, de la nature, on est en histoire, mais aussi on est en art. Mais moi, ce que je retire de ce projet-là, c'était la fierté des élèves, d'être capable de présenter ce beau projet-là. Et c'était vraiment, en tout cas, puis on les applaudit chaleureusement, mais puis surtout, ils ont pu le montrer à leur propre famille. Là, puis je pense que c'est ça, ça a créé aussi au niveau communautaire de la fierté pour tous. Hein? C'est important de mentionner qu'on n'est pas dans une école Innu. Alors, on est dans une école de quartier en milieu urbain où on est dans un projet d'école-musée. Puis, les élèves Innu et Atikamekw présentent leur représentation des territoires de chasse et de pêche à toute l'école et aux parents du quartier. Alors, le contexte est important parce qu'on pourrait se demander pourquoi pas aller en territoire directement, mais tout ça, c'est parti de photos du territoire que les enfants fréquentent avec leurs parents pour travailler leurs objets de sciences, de technologie et d'univers social et d'en faire un partage. Alors, ça contribue aussi à la rencontre interculturelle, au partage, à la fierté, à l'identité. On a des parents Innu et Atikamekw qui ont dit « Mes enfants ont appris à être fiers de leur identité Première Nation.
en étant dans une école de quartier en milieu urbain parce qu'ils ont appris à la nommer, à la dire, à la représenter. Alors, pour nous, ça, c'est une belle fierté. Puis c'est le pont qu'on peut voir avec la chaire, d'amener toutes ces idées-là, puis d'essayer de les réfléchir au sein de l'école. Moi, ça me fait un lien avec la question du territoire pour les rencontres, les lieux pour les rencontres, c'est-à-dire, et là je parle de sécurisation culturelle, parce que si notre sujet dans les ateliers de cinéma, c'est la discrimination et le racisme, alors vraiment, on est face à des sujets très difficiles, non pas seulement à y penser, mais surtout à exprimer. Alors, comment on va créer ce lien de confiance d'un côté, mais comment le lieu va aider ou pas à que ça se passe comme ça. Alors, on a eu, par exemple, la première rencontre en pensant à ça, on l'a fait dans un lieu autochtone qui s'appelle Plume Blanche. Et Plume Blanche, c'est un endroit qui est géré par un Innu qui offre donc son tipi, qui offre les lieux de rencontre, de la salle à manger communautaire, etc. Et là, on a senti que ça s'est très bien passé pour démarrer la construction d'une confiance. La deuxième rencontre s'est passée au centre Nikante à Lukac. Et là, on a senti une tension dans le groupe. Parce que s'ils sont en train de réfléchir aux histoires des pensionnats, de leurs parents, de leurs grands-parents, et comment ils sont à venir à ce que représente l'université en tant que institution colonialiste. Alors, ça a fait un bruit dans la relation, ça a fait une difficulté. Après, on a proposé la pulperie, même échec. Ben non, la pulperie, ça représente l'industrie lourde de vraiment anéantir le territoire. Alors, on commence à voir comment c'est important, si on parle d'un lien de confiance, de respecter qu'un processus psychologique d'intériorisation pour exprimer des vécus de racisme et de discrimination passe par se sentir vraiment en sécurité. Alors, c'est devenu impératif dans toutes les rencontres d'avoir une demi-journée en cercle de parole. Et le cercle de parole nous permet de comment ça va, comment ça a été, jusqu'à vraiment, je suis à l'aise, je ne suis pas à l'aise, je veux ça, je veux plus ça, maintenant je veux ceci. Et c'est fascinant comme on construit, on voit le bateau prendre un autre tournant. Vous avez vu dans la première image, on est tous dans le même bateau. C'est ça, avec tous les esprits qui nous protègent, qui nous accompagnent. Et ben c'est ça. Et ce bateau, il prend des trajets différents d'après les désirs de chaque participant, participante. Et il faut le dire, on a tous vécu des hauts et des bas, des crises personnelles, etc., parce que c'est pas évident. Quand on m'a dit réfléchis en tant que Colombien à tes vécus de discrimination, ben j'en ai plein. Je ne pouvais pas voyager à l'international parce que j'étais toujours mis dans une pièce parce que j'étais Colombien, donc soupçonné de drogue. Et je ne veux pas m'allonger. Mais on a tous des vécus qui passent donc par un moment de crise quand on veut faire revenir ça au présent. Je voulais signaler ça. Si je peux me permettre, je reviendrai sur ce que Christine et Catherine, vous avez parlé plutôt des activités qui se terminaient avec une diffusion où les parents où les jeunes présentaient leur création aux parents, aux membres de la communauté, ça faisait des boules de neige, puis ça générait beaucoup de fierté. On a vu dans les activités, dans les ateliers de création,
à quel point ça pouvait là, vraiment agir sur la fierté des jeunes, mais aussi des membres de la communauté. Je vais partager mon écran pour vous montrer cette image-là qui est très belle, que je viens de trouver, là, de retrouver. C'est des jeunes, après un atelier dans la communauté d'Obidjouane, qui travaillent ensemble et qui sont en train de planifier un kiosque improvisé parce qu'on n'avait pas de salle. Donc, ils ont conçu un kiosque improvisé dans le stationnement du supermarché avec les derrière des voitures, avec des tentes qu'ils ont ramassées chez des membres de la communauté pour exposer leur création, mais aussi vendre leur création. Puis au-delà de l'aspect financier, en fait, tout s'est vendu dans l'espace de 2 heures. Mais au-delà de l'aspect financier, on a vu aussi comment les jeunes étaient extrêmement fiers de se dire, bien, il y a des gens de la communauté qui ont fait l'acquisition de mes créations, ça va être chez eux, donc qui vraiment qui reconnaissent, puis ça rendait les membres de la communauté aussi là, très, très fiers. Donc, tous ces produits de diffusion-là, ces activités de diffusion-là font partie là, intégrante de la démarche et sont très importantes. Puis ici, par exemple, c'est des cartes de souhait qui avaient été réalisées dans une activité, dans un atelier avec des jeunes. Mais les cartes ont été produites pour être utilisées avec la photo des jeunes derrière, aussi qu'est-ce qu'ils représentaient à travers les visuels qu'ils ont développés. Puis l'idée que ces cartes-là puissent voyager à travers le monde, ça aussi, ça a généré de la fierté de se dire, ben, je ne sais pas où vont aller ces cartes de souhait-là, mais ça sort aussi de la communauté, donc ça leur permet là, de se présenter à l'autre. Donc, la diffusion est une composante là, importante dans les activités pour soutenir l'empowerment. Et Catherine et Christine, quand vous avez parlé de ce que la chaire, c'est-à-dire les pratiques en art qui étaient depuis le début toujours très, très présentes, puisqu'on était au module des arts. Et je dirais que quand vous êtes arrivé, ça permet d'élargir le terme de transmission aussi, parce que c'était pour l'art, mais c'est des récits de savoir qui sont matérialisés en images, en son, en chant, en danse. Et ce que réussit l'école, le lieu, qu'il soit dans la communauté, ou c'est bien l'école des 80 où vous étiez, soit dans Chicoutimi Nord, c'est qu'on ne faut pas oublier qu'il y a quand même 30% des Autochtones du Québec qui vivent dans les villes. Et là, il y a un point qu'on réussit difficilement dans les communautés à atteindre et que vous atteignez, par exemple, dans les écoles et aussi par des actions très libres, c'est l'aspect de transmission intergénérationnelle. Dans les communautés, c'est plus compliqué d'avoir une action commune. Il ne faut pas oublier que quand vous parlez, je vois ce que veut dire recherche-action. Le mot action, le mot terrain, le mot territoire, et c'est cet ancrage-là qui n'est pas simplement dans la communauté autochtone, mais dans cette réalité-là de 33% des Autochtones qui sont à Montréal, à Chicoutimi, à La Tuque, etc., etc. Et parce que la question de transmission, hier, j'étais à un panel, les femmes noires, la colère, les femmes noires en colère, et c'était des femmes très engagées. Ils se posaient la question de la transmission, mais où sont les jeunes? Alors, il y avait cette grande inquiétude-là de comment transmettre et où ça se passe. Et je pense qu'une action commune permet de créer ce fameux dialogue-là qui n'est pas aussi facile qu'on le croit.
Et aussi quand Gabriel amène la question du respect, mais la question de l'éthique. Hier, dans ce panel des femmes en colère, amenait cet aspect-là. Pas simplement en termes de féminisme, mais en termes d'humanisme. Et c'est au niveau de l'éthique, hein, de l'écoute, du respect et des protocoles aussi qu'il y a dans les communautés autochtones aujourd'hui. Alors, c'était le petit commentaire que je voulais apporter. Un présentateur, généralement, est un peu plus distant, mais bon, voilà. Je remplace Laurent Jérôme dans un autre type de discours, de l'école à la forêt, de la forêt à l'école. Et on aura bien l'occasion d'en parler à un autre moment. Est-ce que vous voudriez intervenir sur un autre point? Par exemple, on voit ce qui réussit, mais quelles sont les grandes difficultés qui, on dit, c'est toujours comme le CRSH, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand même? Gabriel parlait des lieux qui étaient des difficultés, où il n'y avait pas ce sentiment de sécurité culturelle. Et ça, c'est flagrant. Hein? Et est-ce que vous auriez des éléments nouveaux à apporter à cet effet? Oui, j'aimerais partager cette image. Cette image colombienne de Olowaili et sa grand-mère de la communauté Gunadule. Olowaili appartient à un collectif de jeunes créateurs audiovisuels au nord-ouest de la Colombie, dans la frontière panaméenne. Et je veux mentionner que les problèmes, les plus grands problèmes qu'on voit souvent ont à voir avec cette image que j'ai prise d'une autre présentation, de nous sentir séparés. C'est-à-dire, en Colombie, c'est très net, souvent en Amérique latine. Au nord, peut-être un peu moins, je ne suis pas certain. C'est comme si vous allez dans la rue en Colombie et vous demandez à un passant, jeune ou vieux, combien de groupes autochtones il y a dans notre pays, il n'a aucune idée, aucune idée. Et quand vous lui dites qu'il y a plus de 100 groupes avec sa langue propre et sa culture propre, ils sont complètement surpris. Ça pour dire que c'est comme si, imaginez 106 nations qui coexistent dans un territoire national sont invisibles. Et c'est comme si tout est préparé pour qu'ils restent invisibles. Oui, allez vous cacher dans la jungle, dans la forêt, restez là-bas. On ne veut pas savoir de vous, on ne s'intéresse pas à vous. Alors, ça crée toutes sortes de difficultés dans le travail, dans la possibilité qu'une jeune comme Olowaili a à faire des études audiovisuelles pour s'exprimer par rapport à son histoire et l'histoire de son peuple. Et ça me connecte avec un travail qui a été fait avec une autre communauté, la communauté Zenu, qui sont très fiers de leur artisanat. Ils font des magnifiques chapeaux et avec un travail de réflexion sur la fierté de l'artisanat, ils ont réussi à se penser par une diversification de l'artisanat. Et aujourd'hui, vous trouvez dans beaucoup de pays le produit artisanal Zenu dans beaucoup de formes, pas seulement des chapeaux, mais les mêmes fibres travaillées autrement par les jeunes, les familles, sortent des frontières avec d'autres formes, ce qui a augmenté la reconnaissance du groupe à l'interne, la reconnaissance du groupe à l'externe et un moyen de survie vraiment digne qui les remplit de fierté. Alors, je crois que pour revenir à un seul mot, on doit combattre la séparation. On doit combattre l'idée qu'on est
qu'on est dans des territoires séparés, que c'est bien qu'on soit séparés, l'idée des réserves, tout ça, c'est très problématique. Pour moi, il faut élargir, il faut discuter ça en groupe. Il faut vraiment trouver des moyens d'intégration dans le respect des différences. Donc, je parlerai de ça comme une difficulté. Peut-être envie là, de poursuivre dans la lancée de Gabriel pour dire que nous, un grand défi que nous rencontrons, je vais revenir à notre travail de professeurs qui formons des enseignants, c'est de faire en sorte de partager les belles initiatives, de faire connaître et reconnaître l'importance de la reconnaissance des langues et des cultures et d'intégrer ça dans notre enseignement pour tous les élèves. Alors, avec nos étudiants et nous et Atikamekw qui sont toujours très minoritaires dans nos cours, on essaie d'ouvrir la discussion, on essaie d'ouvrir le partage, on essaie de faire reconnaître l'importance de leur langue et de leur culture, mais là, on voit qu'il y a un défi pour faire en sorte que la rencontre interculturelle se passe, qu'il y ait une reconnaissance. Alors, il y a une démarche là qui vient du cœur, on ne peut pas la forcer, on peut essayer d'ouvrir la discussion, mais c'est de faire en sorte que les initiatives puissent avoir une portée plus large et deviennent des projets collectifs qui soient portés par les organisations. Parce que nous, on a juste eu le privilège de documenter ce qu'un centre de service scolaire avait décidé de faire pour contrer l'isolement des élèves Inuits et Atikamekw dans le centre de service scolaire, leur offrir un meilleur service et un milieu sécurisant. Alors, dans la recherche, on a été finalement les observateurs, puis on essaie de diffuser ce bel exemple-là qui grandit aujourd'hui. Mais il y a un véritable défi dans la reconnaissance de l'importance de cette démarche-là auprès de toute la population. Je pense que le défi est aussi du fait que si je me base uniquement en histoire, puisque c'est mon domaine, que les différences au point de vue épistémologique ne sont pas toujours bien comprises ou du moins partagées. On ne se rend pas compte à quel point que, par exemple, la compréhension du temps, de l'espace, du lieu peut être différente d'une compréhension qui nous semble être homogène du point de vue alloctone. Et je pense qu'il y a ça aussi avec Christine qu'on amène à travailler, à réfléchir, à créer des points de rencontre, hein, permettant à l'ensemble de nos étudiantes, futures enseignantes, de discuter, de s'ouvrir, mais aussi de réaliser la différence. Mais c'est aussi de créer comme Christine disait, des lieux sécuritaires où ces différentes différences-là peuvent se rencontrer, se sentir confortables, puis d'apprendre des autres. Donc, c'est sûr que on n'est pas encore... il y a un travail certain à faire, puis qui n'est pas toujours nécessairement... qui parfois peut amener certaines confrontations, des inconforts, mais on n'a pas le choix de continuer d'avancer puis d'essayer de soutenir ces lieux où on peut avoir ces échanges. Il y a une question qui est apparue à l'écran tantôt de Mme Christine Champoux. Mais évidemment, je n'ai pas pu lire l'ensemble de la question au sujet du lien à construire et je ne sais pas si Mme Champoux Voulez-vous que je la lise ou aimerait intervenir. Ou moi, je peux la lire, si Mélanie veut intervenir, sinon je peux la lire. Mélanie, Vous pouvez la lire, oui. Mélanie, tu Non, peux je te laisse aller. C'est Patrick, je pense, qui parle. C'est bon. ça. Oui. C'est ça. Ok, je vais la lire. Croyez-vous que la reconstruction du lien au territoire comme entité holistique des élèves allochtones puisse être un pont pédagogique entre les cultures? Moi, j'ai répondu là, dans la discussion, c'est une belle piste. C'est sûr que le lien au territoire, à l'environnement, c'est une piste qui nous rassemble. On voit d'ailleurs que les questions environnementales rassemblent les allochtones et les autochtones. Alors, il y a quelque chose là à explorer qui est extrêmement important, puis c'est une belle porte d'entrée, je pense.
il y a Étienne Beaulieu qui a écrit un beau livre dernièrement, qui a gagné un prix d'ailleurs, Mémoire d'un Oukpik, et il parle du territoire comme puits mémoriel du territoire qui, oh, pardon, excusez mon chien qui est un peu vocal, du territoire qui, dans le fond, peut constituer aussi une source de construction identitaire chez les Allochtones qui en quelque sorte, ont été amputés d'une large partie de leur histoire qui se réduit, tel qu'on l'enseigne, à 400 ans de colonisation. Donc, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là aussi que je réfléchis à ces questions-là. C'est certain que, en tout cas, je pense que pour nous, primaires, c'est une porte d'entrée, comme disait, c'est une belle piste, comme Christine le dit, parce que les élèves, justement, se questionnent beaucoup. Puis, on s'entend que l'histoire, c'est particulièrement pas concret. Puis pour des jeunes, ben justement, des fois, partir du territoire, partir de la nature, partir de l'environnement, ben ça rend les choses plus concrètes et ça a définitivement cet aspect holistique qui est, selon moi, très, très riche, puis qui permet de créer, en fait, un peu les ponts qu'on essaie de faire. Là, moi, j'ai toujours dans l'idée cette ceinture wampum où on a les deux bandes qui représentent les deux sociétés qui sont côte à côte sans nécessairement se toucher, mais qui vont ensemble. Puis je trouve que c'est ça aussi, c'est ce rapprochement-là, de voir comment est-ce que ces deux rivières peuvent être côte à côte. Ben, c'est l'enseignement par la nature, ça me semble être une piste qui est vraiment prometteuse, là, puis qui est de plus en plus... il y a un intérêt grandissant, là, ça c'est certain qu'on peut voir dans notre milieu. Moi, je voudrais apporter une anecdote par rapport au contenu audiovisuel d'enfance et de jeunesse, dans lesquelles il y a des séries mondiales fameuses. Une a été faite en Malaisie, l'autre a été faite en Allemagne, que je connaisse. Et il s'agit de faire voyager des jeunes, au moins 1, 2 jeunes qui vont 3 semaines, 2 semaines, 4 semaines dans un territoire, dans une culture qui est nouvelle pour lui, pour elle, et l'effet que ça produit. Donc, on fait le suivi audiovisuel de ce vécu et c'est toujours gagnant. C'est toujours gagnant pour les deux parties. Et si je résume ce qu'on a fait jusqu'ici dans les ateliers avec le groupe à Chicoutimi, c'est toujours la même chose. Connaissez-nous, rapprochez-vous de nous. On a besoin de se connaître. Si on veut vraiment vivre en paix dans la réconciliation, il faut qu'on se connaisse. Donc, c'est un cri qui est toujours là. Et je crois que le territoire est vraiment la porte d'entrée à se connaître. Il y a d'autres questions? D'autres réflexions? Il y a Gina qui a levé la main. Alors, allez-y, Gina, oui. Merci Patrick. Merci Denis. Merci à vous quatre infiniment, Christine, Catherine, Gabrielle, Anne et Denis. Je suis tellement heureuse de vous revoir et puis de vous écouter, de vous entendre et c'est tellement stimulant ce que vous apportez. Et j'ai pas vraiment de questions, mais je sais pas, je me demande est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour comme une synthèse de tout ce que vous m'avez apporté, Christine et Catherine, en ce qui concerne les didactiques. On parle beaucoup de pédagogie critique, mais on parle très rarement, pour ne pas dire jamais, de didactique. Les didactiques pour nous amener ailleurs, justement. Donc, je pense qu'il y a lieu de dire que vous faites bien de la didactique critique. Et je pense aussi que vous avez parlé de dialogue des savoirs entre communautés allochtones et communautés autochtones, mais je pense qu'il y a aussi des dialogues de savoirs à faire entre les communautés autochtones entre elles. Actuellement, je me trouve au Chili et on a eu, pour le symposium, justement, et on a eu plusieurs panels concernant les Mapuche, la culture Mapuche, l'éducation, etc., l'éducation décoloniale, mais selon la perspective Mapuche. Et je pense qu'il y aurait lieu aussi de passer à des dialogues entre diverses communautés autochtones et pourquoi pas, comme Gabriel l'amenait, à travers des productions audiovisuelles, des rencontres, etc. Et puis, Gabriel, vous m'avez vraiment touchée en disant nous ne sommes pas séparés, nous n'avons jamais été
été séparés. C'est le système qui nous a séparés. Donc, lorsqu'on pense qu'il faut créer des dispositifs, des stratégies de dialogue, etc., pour enfin être ensemble, finalement, vous êtes en train de nous dire que, en fait, nous devons nous retrouver. Nous nous sommes perdus et donc nous devons nous retrouver. Nous n'avons pas à nous trouver, nous devons nous retrouver et peut-être que ça change un petit peu nos perspectives du dialogue à ce moment-là. Recréer, retisser des liens qui ont été défaits par la binarité, par le paradigme 5 fois centenaire, colonial, mais vous êtes en train de nous dire que finalement, nous sommes un, nous avons toujours été un, nous le sommes toujours, même si la colonialité nous donne l'apparence d'être séparés. Ça, j'adore vraiment. Merci, Gabrielle. Et enfin, Anne, vous nous amenez l'idée de création artistique et je fais le lien avec la table de tout à l'heure où on disait que finalement, il n'y a pas d'artistes et de non-artistes. En fait, nous sommes toutes et tous artistes. L'idée, c'est d'aller retrouver aussi cet art en nous, en chacun de nous, et de partager cet art avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous amenez justement les élèves, les étudiants à faire, c'est peut-être de retrouver cet art et de pouvoir le partager. Donc, en ce sens-là, je pense que il n'y a même plus lieu de parler d'interdisciplinarité. Et Christine, je ne sais pas si c'était un lapsus de ta part, tu as dit tout à l'heure, mais il faut faire éclater l'interdisciplinarité. Et je pense que nous en sommes là, parce que l'interdisciplinarité, c'est encore la disciplinarité, non? Les disciplines en dialogue entre elles. Mais ce que vous faites m'amène à voir que vous êtes au-delà des disciplinarités. Vous êtes vraiment dans la transdisciplinarité, puisque vous abordez les choses de manière vivante, de manière organique, de manière humaniste et de manière humaine, tout simplement. Et quitte à par la suite, aller les mettre dans des enclos disciplinaires, mais j'ai l'impression que votre approche est d'abord transdisciplinaire. Alors, merci infiniment pour tout cela. Merci. Par les arts, on a souvent parlé on a beaucoup parlé merci Denis, vous étiez là avec les femmes en colère. Oui. Merci d'avoir fait référence à cela. Très en colère à la fin. J'étais très contente de vous savoir avec nous hier. Oui. Et de fait, une expérience qu'on a vécue avec les Guaranis, mais aussi avec les Inuits, c'est que bien sûr qu'il y a une difficulté de dialogue, mais il y a une difficulté de dialogue aussi à l'intérieur des communautés et des nations elles-mêmes. Mais ce n'est pas spécifique de toute façon aux Autochtones, même chez les Allochtones aussi. Donc, par la photographie, l'enregistrement du son, par filmer, chez les Guaranis, un jeune parlait au cacique et à la famille du cacique, etc., c'est presque impossible. Hein, c'est très difficile. Quand ils sont à la maison de prière, bon, nous, on n'a pas le droit d'y aller, mais les jeunes nous en parlent, nous, on écoute. Alors, simplement, au tout début, en termes d'exercice, de la photo, puis les entretiens, quelqu'un préparait les étudiants en termes de formation, d'aller interviewer quelqu'un qui a des connaissances. Et vous les avez, mais pas assez. Donc, déjà, il y avait un objet qui permet de faire le lien. Alors, ce n'est plus tellement les questions d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, c'est ce lien de rencontre qui existe par les arts sans que ça devienne nécessairement strictement de l'ordre de l'esthétique. Et ça, c'est assez fascinant. Et même qu'à un moment donné, il y a un jeune qui a voulu faire une bande dessinée, mais il avait besoin d'un scénario. Et c'est en rencontrant le cacique qui, lui, a écrit le scénario et l'autre l'a illustré. Et nous l'avons imprimé. Et ça a été un livre scolaire pour la communauté. Et là, c'était des exemples. Et même le cacique, quand il a vu tous les jeunes avec un appareil photo, a demandé à un plus jeune, mais j'aimerais ça faire des photos moi aussi.
Alors là, il s'est créé comme un genre de petit diaporama du classique. Donc, il y a cet aspect-là, moi, que je trouve comme obstacle. C'est à l'intérieur des communautés. Et les communautés entre elles qui aimeraient tellement se rencontrer et c'est compliqué. Donc, c'est l'intraculturel, c'est l'interculturel, mais c'est l'infraculturel. Et c'est compliqué parce que déjà au niveau de la langue, dans les communautés autochtones, je ne vois que des aînés tristes. Tristes. Remarquez qu'on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a, mais Wittgenstein disait, pour défaire un nœud qui a pris des siècles, la colonisation, ça va prendre autant d'années pour le défaire, ce nœud-là. Alors, c'est pas comme sous des airs un peu de renaissance qu'on oublie à un moment donné les courants souterrains. C'est pareil pour la société québécoise qui pense avoir quitté ses valeurs chrétiennes, catholiques, etc., etc. Elles n'apparaissent plus, mais elles sont là comme une marée silencieuse qui se reflète de d'autres façons. Mais écoutez, je pense que je suis en train de donner un cours et j'ai fait longtemps que je suis à la retraite. Oui. C'était dur de ne pas parler quand même. OK. Alors, je tiens à remercier Patrick Minco, bien sûr, parce que c'est très rassurant de savoir que quelqu'un est là à côté. D'autant plus que pour commencer la réunion, je m'étais enregistré dans plein d'autres sessions, sauf à la mienne. Patrick, je n'ai pas le lien. Alors voilà, heureux de cette rencontre et heureux du symposium. Et il y a un happy hour, vous regardez sur le web du symposium pour voir le contact. Merci Denis, merci à vous aussi. Et moi, je remercie mes collègues que je n'ai pas vus depuis longtemps. Au plaisir. Anne, Catherine, Christine, Gabrielle, Denis, merci infiniment. Et bonjour à Elisabeth et à Mathieu et à toute l'équipe. Oui, Elisabeth et à Edmonton. Voilà, voilà. Au nord d'Edmonton. Oui. Et merci à Patrick, dont j'admire la zénitude. Je lui dis à chaque fois. Il est très rassurant. Il est très rassurant, voilà. C'est sa zénitude, c'est sa zénitude. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Portez-vous bien. Merci, Bisous, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao Christine. Christine, à bientôt. Bye bye.